La criminalité, c'est un cycle. Et tu vois, le nouveau procès va se dérouler sans qu'aucun témoin ne se présente à la barre. L'histoire des criminels racontée par l'unique journaliste d'enquête, Félix Séguin. Bonjour Félix. Bonjour Mario. Alors c'est à peu près ce qu'il y a de plus triste comme histoire, là, ce qui s'est passé hier à Coteau-du-Lac. Parce que ça fait appel à toute l'incompréhension, évidemment, que l'on peut vivre et expérimenter lorsqu'on apprend qu'un enfant de 5 ans aurait été tué par sa mère. C'est ce qui s'est passé à Coteau-du-Lac. Je te décris brièvement là, non pas la scène, mais la séquence des événements qui ont mené à la découverte du bambin. Les policiers ont été appelés dans une très modeste résidence du chemin du fleuve à Coteau-du-Lac hier. Ils ont découvert le corps inanimé de cet enfant. Sur place, on a constaté son décès. Il portait d'importantes marques de violence. Quand les services d'urgence sont arrivés sur les lieux, ils ont été confrontés à une scène très difficile parce que la mère du garçon se trouvait sur place aussi à l'arrivée des secours et c'est là qu'elle aurait tenté de mettre fin à ses jours après le meurtre. Toujours, d'après les informations qu'on a pu emmagasiner à ce sujet, les blessures de la mère, bien sûr, là, étaient assez légères pour pas mettre sa vie en danger. Elle vivait un choc nerveux à ce moment-là. Elle a été transportée à l'hôpital. Et là, les policiers de la Sûreté du Québec et les spécialistes en examen de scènes de crime, donc le département de l'identité judiciaire, a pu pénétrer en fin d'après-midi dans la résidence pour aller expertiser cette scène-là et assez rapidement. Ça s'est transformé sans une accusation de meurtre au premier degré portée contre la mère au palais de justice en fin d'après-midi. C'est fou, la plus grave meurtre prémédité, meurtre planifié, prémédité, accusation contre la mère d'un enfant de 5 ans. Ouais, on parle souvent dans ce cas-là d'un infanticide. Il faudrait plutôt parler d'un filicide. Un infanticide, c'est plutôt utilisé lorsqu'on tue, lorsqu'une mère ou un père va tuer un nouveau-né. Dans ce cas-là, c'est un filicide qui est caractérisé par le meurtre par un parent de son propre enfant. Et puis, faute de compréhension, on peut se réfugier dans ça, dans les faits. C'est ce qui parfois nous aide un peu plus à faire non pas du sens, mais en tout cas à accepter une situation telle que se présente devant nous. Selon les informations recueillies par notre bureau d'enquête, Mario, à plus d'une reprise, au cours des dernières semaines, pas juste des derniers jours, à plus d'une reprise, les policiers ont dû se présenter à cette adresse-là, à Coteau-du-Lac, qui n'était pas la résidence de la mère. On comprend que c'était la résidence des grands-parents qui n'étaient pas là au moment du drame. La raison de leur présence dans cette maison, c'était pour des enjeux de santé mentale vécus par cette mère de famille. Mais santé mentale qui interpelle la police, j'utilise l'expression une personne comme en crise, là. Oui, une personne en crise. Selon ma lecture de l'information policière aussi à ce sujet-là, on naviguait même là près de l'obligation de suivre des traitements, là, puis d'aller subir un examen psychiatrique. Là. C'est prévu par la loi, hein, on peut. C'est difficile à imposer, mais on peut le faire. Alors, c'était une grave. Est-ce que c'est un délire paranoïde? Si on ne le sait pas, on n'est pas psychiatre, on n'est pas psychologue, on n'a pas rencontré cette personne-là. Mais c'était assez grave pour que les policiers se présentent là à plus d'une reprise et tentent d'agir sur ce problème-là. Manifestement, cette crise-là a été fatale. Elle a été accusée de meurtre au premier degré. Oui, Mario, mais c'est pas impossible non plus que cette accusation-là soit réduite. On le voit, parfois, on va devant la preuve qu'on a devant nous, on va accuser de meurtre, donc premier degré, prémédité, puis suivant la découverte de d'autres indices, ça se peut toujours qu'il y en ait d'autres, qu'on réduise l'accusation. Mais là, on verra c'est quoi l'état de la femme, parce qu'à sa comparution hier, il semble qu'elle était apte, elle s'est présentée devant le tribunal, escortée de policiers, bien sûr, en jaquette d'hôpital. Avec un regard très sombre, décrivait-on, puis elle semblait comprendre. Le juge a été bien certain de lui demander: est-ce que vous comprenez ce qui se passe, que vous comprenez où vous êtes, pourquoi vous êtes ici, de quoi vous êtes accusé? Elle semblait le comprendre. Elle va revenir vendredi pour son enquête sur remise en liberté. D'ici là, elle va rester emprisonnée. Mais bon, mais il y a des chiffres, Mario. Moi, je me réfugie souvent dans les chiffres là, parce qu'on a de la misère à faire du sens, justement. Le filicide, là, les facteurs associés au filicide, ça, c'est l'Institut national de santé publique du Québec qui l'affirme. Perte d'emploi, signes dépressifs, idéation suicidaire, troubles mentaux graves. Quand tu coches une de ces données-là, de ces cases-là, ouais, ou plusieurs,
ce sont des signes qui sont associés, qui peuvent être associés au filicide. C'est quand même extrêmement rare. C'est pour ça que ça nous secoue autant. Là. Bon. C'est quand même extrêmement rare. On a eu quelques-uns au fil de notre histoire là, des dernières années, des dernières décennies, dans des cas de séparation où un des deux conjoints, souvent le père, comme disjoncte, puis se dit, ben là, regarde, moi je m'enlève la vie, puis mes enfants, je les enlève aussi à ma conjointe, une espèce de délire du genre. Mais là, une mère qui s'en prend à son fils de 5 ans, j'avoue non, c'est ça. C'est Mario, c'est parce que tu mets le doigt dessus, c'est la catégorisation de ce crime-là qui nous fait se poser beaucoup de questions puis qui nous atteint parce que en 2020, là, c'est l'étude la plus vaste qui a été publiée sur les homicides intrafamiliaux. On appelle ça comme ça, un homicide intrafamilial. Ça définit là, la catégorie très large là, de ce qui peut se passer quand un des membres de la famille en tue un autre. Ben, ça représentait 32% des homicides qui ont été perpétrés au Québec. Donc, un homicide sur 3 environ, là, ça se passe à l'intérieur de la famille. D'accord? Et c'est évidemment l'homicide conjugal, qui est le type d'homicide familial le plus fréquent, donc à 43%. Là. Dans le 30%, là, la moitié, ben c'est des homicides conjugaux. Hein? Les femmes représentent les principales victimes, ça, on le sait. Par contre, on va aller regarder ce qui se passe dans les filicides. Parce que là, on est devant un filicide, je te le rappelle, là. Majoritairement, là, la proportion des filicides large proportion a été commise par des hommes, pas des femmes. Par contre, puis là, je reviens au problème de santé mentale, ça devient aussi très intéressant. Il y a une étude du département de criminologie de l'Université de Trois-Rivières qui a été effectuée il y a longtemps. Hein, ça fait quand même 15 ans, mais ça te donne quand même le portrait de ce qui peut se passer. Il y a plus de femmes filicides, dans une proportion de 35%, qui ont été reconnues non criminellement responsables en raison de troubles mentaux en comparaison aux hommes. Et c'est une question, dans le cas de Coteau-du-Lac, c'est pas exclu que ça apparaisse dans le décor, là, cette histoire de non-responsabilité pour couple de troubles mentaux. Là. Non, c'est pas exclu, Mario, c'est pas exclu. Enfin. Quand une femme tue son enfant, il y a souvent des problèms de santé mentale qui sont associés dans une proportion de 35%. Chez les hommes, c'est souvent des gens qui ont des dossiers criminels aussi. C'est ce que l'étude de l'Université de Trois-Rivières révèle. Alors, c'est bien triste tout ça, mais voici le portrait statistique de ce qui se passe aussi. Un peu plus léger, l'histoire de notre conseiller municipal abonné au Costco à Laval. Il y a eu pour les gens qui n'étaient pas avec nous hier, ce conseiller municipal, notre bureau d'enquête qui a appris que beurre de pinot, Nutella, céréales, crème à main, médicaments achetés chez Costco, avec l'argent des contribuables, au nom du fait que ça ferait partie des frais d'accueil pour sa relation avec ses concitoyens. Il y a eu des conséquences. Oui, il a été évincé là du caucus de son parti. C'est le chef d'Action Laval, Achille Cifelli, qui a confirmé que notre conseiller Costco, Paolo Galati, sortirait du caucus du parti de temps que la Commission des affaires municipales du Québec, Commission municipale du Québec, la CMQ, fasse la lumière sur ses dépenses. Alors, on pose beaucoup de questions sur ces dépenses-là. Est-ce que la crème à vino, parce qu'il en prend beaucoup de la crème là à vino, là, notre conseiller municipal. Ça a beaucoup de poignées de main. Est-ce que tout ça est nécessaire? Oui, c'est ça. Tout ça est nécessaire au fonctionnement de son bureau d'élu. On verra bien, puis la commission tranchera bien sur ce qui s'est passé. En attendant, Mario, si vous voulez me joindre pour n'importe quel dossier, ben évidemment, vous pouvez me rejoindre au 438-391-8857 par message texte si vous avez peur de parler. C'est certain. Je m'engage à protéger votre identité. Bonne fin de journée. Félix, merci. Bye-bye. Au revoir. Une autre vision de l'actualité.